Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle web rencontre de la DCF pour cette saison 2 des web rencontres de la DCF. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à des questions juridiques et institutionnelles puisque nous allons nous pencher sur le fonctionnement des intercommunalités dans cette période de crise sanitaire. Avec le confinement, les mesures sanitaires, vous avez été obligés de vous réorganiser, le fonctionnement de vos instances, notamment à distance. Nous allons plus tard dans quelques instants, donner la parole à Raphaël Meyer, qui est conseiller juridique à la DCF, pour faire un rappel des règles juridiques qui encadrent le fonctionnement des instances pendant la crise. Donc nous allons lui donner la parole 20-30 minutes, je pense, et ensuite nous allons privilégier, comme c'est un sujet qui a été pas mal abordé lors des dernières web rencontres, nous allons privilégier les échanges oraux avec les participants et avec les équipes et les élus qui ont vécu cette période de crise depuis de nombreux mois. Donc ce sera l'occasion aussi de poser des questions orales que vous pourrez solliciter la parole en cliquant sur lever la main. Donc vous connaissez maintenant, je pense, bien l'outil. Donc il suffira de lever la main pour prendre la parole de manière orale. Nous avons choisi de ne pas activer l'onglet questions-réponses cette fois-ci, puisque nous voulons privilégier les échanges oraux avec Raphaël et entre vous. Donc c'est pour ça que dans un second temps, nous allons récupérer, si vous le voulez bien, vos témoignages sur comment vous êtes organisé sur le terrain pour gérer le fonctionnement de vos instances pendant la période de crise. Donc ce sera l'occasion d'échanger entre vous, malgré le fait que nous soyons à distance. Donc je vais tout de suite donner la parole à Raphaël pour son introduction juridique. Merci Johan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va parler des réunions du Conseil et du Bureau pendant l'état d'urgence sanitaire. On va commencer par les règles applicables au Conseil et au Bureau, que ces instances se réunissent à distance ou en présentiel, les règles communes. Puis ensuite, nous nous intéresserons aux règles spécifiques au distanciel et au présentiel. Alors, sans plus tarder, les règles communes. La convocation du Conseil se fait uniquement par le président, qui peut seul décider si la réunion se tiendra à distance ou en présentiel. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. Donc ces règles, bien sûr, s'appliquent que le bureau ou le conseil communautaire soit en présentiel ou à distance. Pour le conseil communautaire, il n'y a pas de débat. Les conseils communautaires sont par principe publics, sauf huis clos. Pour le bureau, il peut y avoir un débat. Parce que, en tout cas, dans les règles de droit commun, une réponse ministérielle de 1997 indique que le bureau délibératif, en tout état de cause, doit suivre les mêmes règles que les règles applicables au conseil communautaire. Donc, c'est-à-dire les règles, par exemple, aux convocations, les délais, etc. Mais également, on peut le penser, le caractère public de la réunion. Ici, et dans le cadre des règles dérogatoires pour l'état d'urgence sanitaire, il est indiqué que le bureau, et on pense que implicitement, mais nécessairement, ça vise le bureau délibératif, doit être ouvert au public. Et en tout cas, le caractère public doit être satisfait. Donc, par prudence, on va appliquer les règles selon lesquelles le bureau, dès lors qu'il est délibératif, doit être public. Pour le bureau, non pas délibératif, mais consultatif, eh bien, là, c'est un peu, vous faites un peu comme vous le souhaitez. Il y a peu de règles qui régissent son fonctionnement, sauf bien sûr le règlement intérieur qui pourrait indiquer que le bureau doit être public. Deux règles ensuite, l'allègement de la règle du quorum et la facilitation des pouvoirs écrits, qui s'appliquent ici encore, quelle que soit
le bureau, le conseil se réunit en présentiel ou en distanciel. Concernant l'allègement de la règle du quorum, il est allégé parce que on retient, alors qu'en droit commun, il est nécessaire d'avoir au moins la moitié des membres présents. Ici, le quorum est réduit à 1/3, donc on peut valablement délibérer dès lors que 1/3 des membres sont présents en présentiel ou à distance. Ça, les deux sont pris en compte, mais les pouvoirs ne sont pas pris en compte. Dès lors que, à l'ouverture de la séance, le quorum, même à 1/3, n'est pas atteint, une nouvelle convocation est possible, à 3 jours au moins d'intervalle, et dans ce cas-là, il n'y aura pas de règle de quorum. Concernant la facilitation des pouvoirs écrits, en droit commun, vous le savez, c'est un pouvoir. Ici, les règles sont telles qu'elles permettent à un conseiller d'être porteur de 2 pouvoirs. Alors, concernant le bureau, une petite précision tout de même. Il faut rappeler que un membre du bureau ne peut pas donner pouvoir à un conseiller communautaire pour le représenter qui ne serait lui-même pas membre du bureau. C'est-à-dire qu'un conseiller communautaire membre du bureau doit nécessairement donner pouvoir à un autre membre du bureau. Il ne peut pas donner pouvoir à quelqu'un qui n'en serait pas membre. Il n'y a pas de changement concernant les règles encadrant le huis clos qui doit être voté en début de séance. Là, aucun changement, c'est l'article L5211-11 du CGCT. Alors maintenant, les règles un peu spécifiques pour les réunions du conseil ou du bureau à distance. La loi et l'ordonnance qui s'y rapportent indiquent que, à distance, on doit privilégier la visio et, à défaut, l'audioconférence. La convocation à la première réunion adressée par le président doit préciser les modalités techniques et les adresser par tout moyen. Le président devra lui-même en rendre compte lors de la séance des diligences effectuées à cette fin. Et la mention, ça c'est une mention obligatoire lors de la convocation, il doit être fait mention du caractère dématérialisé de la séance. Lors de la première réunion également, il faudra préciser en début de séance les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin dans ce cadre. Et pour mémoire, le scrutin ne peut être que public, dès lors que la réunion se déroule à distance. Il est public soit par un appel nominal, soit par scrutin électronique, dans des conditions garantissant sa sincérité. Et là, on fera un appel à vos témoignages, parce que certains utilisent des logiciels, font appel à des tiers, etc. Et concernant toujours le scrutin public, dès lors qu'il est demandé un scrutin secret, le président et le conseil sera tenu de reporter à une séance ultérieure, une séance devant se réunir en présentiel, tout point à l'ordre du jour qui nécessiterait et qui serait demandé un vote à scrutin secret. Pour les réunions en présentiel, c'est toujours possible. Le président peut convoquer en présentiel et en revanche, il devra convoquer dans un lieu qui permet d'assurer le respect des règles sanitaires en vigueur. Ça peut être le lieu de réunion habituel de l'organe délibérant, dès lors qu'il est assez grand, par exemple, etc. Soit tout autre lieu, mais dans ce cas-là, le président doit préalablement en informer le préfet. Et d'autres conditions s'appliquent. Il faut que ce lieu, cet autre lieu que le lieu habituel de réunion, ne doit pas contrevenir au principe de neutralité, doit offrir les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires, et il doit permettre d'assurer la publicité des séances. Par exemple, s'il y a 2 lieux de taille équivalente permettant d'assurer le respect des règles sanitaires, il faudra privilégier
le plus accessible ou celui qui permet voilà, d'assurer la publicité des séances. Typiquement, j'ai été saisi d'un cas dans lequel il y avait une collectivité avec pas mal de zones blanches. Eh bien, si vous avez deux salles de caractère plutôt équivalent, il faut privilégier celle qui permettrait d'assurer la visio-conférence. Ce serait plus agréable pour tout le monde. Ensuite, le président peut décider, en le mentionnant sur la convocation, que la réunion du conseil ou du bureau se déroulera soit sans que le public ne soit autorisé d'y assister, ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. En tout état de cause, il n'y aura pas énormément de monde dans la mesure où, quoi qu'on en pense, la DGCL l'a indiqué, on est tout à fait en accord avec elle. Comment dire, le public ne peut inclure que les professionnels, donc, c'est-à-dire les organes de presse, les personnes représentant la presse, et non pas les particuliers. C'est-à-dire que finalement, on ne peut pas, au sein de la dérogation, indiquer que c'est une promenade. Donc, finalement, le public ne pourra être que professionnel. Mais même pour eux, il est possible de décider donc qu'il n'y aura pas de public. Mais dans ce cas-là, bien entendu, de toute manière, il faudra retransmettre les débats de manière en direct les débats pour assurer la publicité des séances. Alors, si vraiment vous êtes dans une zone blanche, il n'y a aucun réseau, etc., il faudrait se rapprocher du préfet pour dire que le caractère direct ne pourra pas être satisfait, mais il y aura un caractère différé. On pourrait imaginer une certaine compréhension du juge, mais il faudrait de toutes les manières en parler au préfet. Donc en présentiel, on le rappelle, le scrutin peut être public ou privé, et donc lorsqu'il est privé, il peut permettre d'organiser des élections. Parce que les élections ou les désignations doivent nécessairement être privées, sauf exception. Dernier point, on va faire un petit point sur les commissions. C'est paru aujourd'hui au journal officiel, notamment pour les CAO, les CDSP ou les commissions facultatives. Il est possible de réunir ces commissions à distance. Vous avez la référence. Et cette possibilité est offerte nonobstant la circonstance, soit que des dispositions législatives ou réglementaires propres à ces commissions l'interdisent. Autrement dit, si un règlement intérieur de la CAO, de la CDSP, d'une commission facultative ou autre interdit la réunion à distance, cela sera quand même possible parce que l'ordonnance a une valeur supérieure et l'autorise expressément. Alors pour ces commissions, il reste impossible de les réunir en présentiel. Voilà pour la présentation la petite présentation juridique. Merci, merci beaucoup, Raphaël, pour le rappel de ces règles qui s'appliquent dans cette période de crise pour réunir les instances communautaires. Alors, avant de vous faire participer et vous donner la parole pour poser vos questions, nous allons vous poser quelques petites questions, puisque nous avons préparé des sondages qui nous permettront un peu de voir comment vous êtes organisés concrètement dans vos intercommunalités en ce qui concerne la réunion des instances communautaires en présentiel ou en distanciel. Donc, nous allons lancer un premier sondage, une première question qui est la suivante. C'est tout simplement de savoir si vous avez déjà réuni le conseil en visio ou en audio conférence. Donc, vous allez avoir la question qui va apparaître et vous pouvez y répondre. Comme ça nous donnera une idée de savoir si vous utilisez cette méthode de réunion en distanciel pour réunir vos instances intercommunales et en particulier votre conseil communautaire. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre à ce premier sondage, à cette première question de sondage. Est-ce que vous avez déjà réuni votre conseil en visio ou en audio conférence?
Donc on laisse quelques secondes de plus et nous allons mettre fin au vote et afficher les résultats. Donc c'est assez, c'est 2 tiers, 1 tiers. 61% des répondants n'ont jamais réuni leurs conseils en visio ou en audioconférence, donc une majorité de répondants qui n'ont jamais utilisé ce moyen depuis le début de la crise sanitaire, et 39% qui ont déjà réuni leurs conseils en visio ou en audioconférence. Pour répondre à la question de Madame Pauline, normalement, si vous utilisez l'application Zoom, le sondage apparaît normalement tout seul sur votre écran. Alors peut-être que vous nous suivez depuis votre navigateur, et dans ce cas, il est possible que le sondage ne s'affiche pas. J'en suis désolé. Donc nous allons ensuite poser une seconde question, enfin 2 questions en un sondage cette fois-ci. Les questions sont les suivantes. Alors, continuez-vous à réunir un conseil en présentiel en respectant les règles sanitaires? Donc, une question qui complète la première. Et si oui, pour quelles raisons vous continuez à réunir votre conseil en présentiel dans le cadre de la crise sanitaire? Donc, est-ce que c'est pour une question d'accessibilité numérique? Est-ce que c'est en raison de la possibilité de respecter les règles sanitaires, puisque vous avez des grandes salles disponibles, par exemple, sur votre territoire qui vous permettent de continuer à réunir le conseil? Ou est-ce qu'il s'agit d'élections qui vous obligent à vous réunir en présentiel? Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre à ces 2 questions qui vous permettent de tâter un peu le terrain, voir comment ça se passe concrètement derrière les règles qui sont mises en place au niveau national, comment nos intercommunalités se débrouillent pour réunir leur conseil communautaire. Donc on laisse 2-3 secondes de plus pour vous permettre de répondre sur est-ce que vous continuez à réunir parfois votre conseil, ou tout le temps d'ailleurs, votre conseil en présentiel, et les raisons pour lesquelles vous continuez à le faire. Donc nous allons mettre fin au vote et afficher les résultats de ce second sondage. Et vous pouvez voir les résultats. La très très grande majorité des répondants continuent, au moins occasionnellement, sinon tout le temps, à réunir leur conseil en présentiel, dans le respect des règles sanitaires évidemment, puisque 88% des répondants continuent à réunir leur conseil en présentiel. Sur les raisons qui sont invoquées pour continuer à réunir en présentiel, la première, de loin, c'est le fait que vous disposez de salles suffisamment grandes pour pouvoir continuer à vous réunir. Et puis on imagine aussi que c'est beaucoup plus agréable pour les élus de se réunir en présentiel pour se voir et se parler de visu. Quand même un quart des répondants qui invoquent un problème d'accessibilité numérique. On peut imaginer qu'il est parfois difficile de mettre en œuvre numériquement une réunion de conseil communautaire, que certains élus n'ont peut-être pas accès à des réseaux et des débits suffisants pour pouvoir rejoindre les réunions. 13% invoquent la raison des élections pour se réunir en présentiel. Merci pour vos réponses. On a une dernière question. Je propose, Raphaël, qu'on enchaîne les 3 petits sondages. Donc, la dernière question est la suivante. Elle concerne un conseil mixte, savoir, j'ouvre le vote, savoir si vous avez déjà réuni ou si vous comptez réunir un conseil mixte, que ce soit avec distanciel et présentiel, voilà, mixte dans ce sens-là. Est-ce que vous avez déjà, ou est-ce que vous comptez à l'avenir créer des réunions mixtes, des réunions hybrides qui mêlent élus en présentiel et élus qui participent à la réunion en distanciel? Ça peut être des nouveaux modes de réunion intéressants qui permettent de répondre aux besoins des élus, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, qui doivent rester confinés pour des raisons médicales. Donc on vous laisse quelques instants de plus pour répondre à cette question. Et nous allons afficher les résultats. Donc, en majorité,
Une petite majorité de répondants nous indiquent qu'ils n'ont pas réuni, qu'ils ne comptent pas réunir de conseil mixte, donc 55% des répondants. 30% des répondants indiquent qu'ils l'ont déjà fait ou qu'ils comptent le faire, donc réunir moitié-moitié en présentiel ou en distanciel. Et 15% des répondants ont indiqué qu'ils ne souhaitent pas se prononcer. Peut-être que la décision est encore en cours de réflexion. Peut-être que vous ne savez pas encore ce que comptent faire vos élus, si c'est possible techniquement. Et sur cette question technique, justement, on, on est preneur de vos retours, savoir comment vous êtes organisé concrètement, les techniques, les logiciels utilisés, etc. Donc c'est une occasion aussi de discuter entre vous, d'avoir des retours d'expérience qui peuvent servir à toutes les intercommunalités. Donc avant de passer à cette période d'échange, on va prendre des questions orales. Donc on va favoriser les questions orales. Si bien sûr vous n'arrivez pas à prendre la parole avec votre micro, nous pourrons éventuellement prendre quelques questions écrites dans le chat. Je vois qu'il y en a quelques-unes, mais nous allons quand même donner la priorité aux questions orales. C'est un peu plus convivial également. Donc j'ai une main levée, donc je vous rappelle qu'il faut appuyer sur lever la main pour pouvoir demander la parole et nous vous la donnerons pour que vous puissiez échanger avec Raphaël ou nous poser des questions. Donc je vois qu'il y a la main levée de Marie Braun qui demande à prendre la parole. Donc Madame Braun, je vais vous permettre de parler. Donc je vais vous demander juste d'activer votre micro pour pouvoir prendre la parole et poser la question que vous souhaitez poser. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je travaille à Mulhouse Alsace Agglomération et je voulais vous poser la question suivante. Nous ne filmons pas nos conseils d'agglomération. Par contre, bien sûr, la presse est présente. Dans ce cas de figure, je suppose qu'on peut considérer que la publicité des séances est actée. Alors, il y a un débat là-dessus également. En fait, il est de manière certaine la satisfaction en fait, de la publicité des séances est certaine dès lors qu'il y a une retransmission en direct. Ensuite, bon, on peut considérer qu'il y a une certaine publicité, surtout si vous ne limitez pas le nombre de participants. Mais il y a un débat parce que l'ordonnance et la loi indiquent qu'en tout état de cause, la publicité est satisfaite dès lors qu'il y a une retransmission en direct des débats, que le conseil ou le bureau soit ouvert au public ou non. Donc le plus prudent, c'est quand même de filmer, d'avoir une retransmission en direct. Après, voilà, sincèrement, moi, je peux pas préjuger de ce que dirait le juge en cas de contentieux, mais en tout cas, pour ne prendre aucun risque, il vaudrait mieux retransmettre en direct. D'accord. Quand vous dites un nombre de participants pas limité, dans la mesure où c'est la presse, c'est-à-dire qu'on ne doit pas limiter les membres de la presse, tout simplement. Exactement. Très bien, merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Madame Braun. Donc, nous allons De prendre rien. d'autres questions. Donc, Madame Christine Debès, je suis désolé si je prononce mal votre nom de famille. Je vais vous permettre de parler, de poser votre question à Raphaël. Il faut juste que vous activiez votre micro. Bonjour, Bonjour. je suis à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Je me permets de reprendre en fait une question que j'ai posée dans les commentaires. Il me semble que la préfecture nous a signifié que les élus n'étaient pas en mesure de se déplacer au conseil communautaire parce que ce n'était pas une raison valable de déplacement, que ce n'était pas intégré dans l'attestation. Bien sûr, les attestations se terminent au 15 décembre, mais jusque-là, donc, elle nous signifiait qu'il fallait obligatoirement que nous passions par la visioconférence. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je trouve que c'est assez contestable, d'autant que la DGCL elle-même, alors peut-être que votre préfecture n'en a pas connaissance, mais la DGCL elle-même a mis une foire aux questions sur son site, accessible à tous, qui indique que les élus peuvent se réunir en présentiel et la convocation est un motif professionnel de déplacement. Donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez renvoyer la foire aux questions de la DGCL elle-même à la préfecture
pour lui demander qu'elle-même se rapproche de la DGCL. Mais en principe, il n'y a aucun souci parce que la DGCL a été normalement claire et a en principe diffusé cette foire aux questions à ses préfectures. Peut-être que voilà, le préfet essaie de se... Nous, on n'a pas le risque de zone blanche, puisqu'on est en Ile-de-France, c'est suffisamment Oui, tout à clair, fait. donc peut-être considérait-il que... Mais nous avons effectivement organisé des séances en visioconférence. D'accord, ok, c'est intéressant. Voilà. Donc, vous pourrez peut-être prendre la parole. Éventuellement, oui. Témoigner. Peu d'autres. Merci. Dès lors que le cadre juridique rend possible les réunions présentielles, je ne vois pas pourquoi l'attestation ne pourrait pas être valable de toute façon. Une prochaine question, Monsieur Grussenmeyer, je vais vous donner la parole pour poser une question. Vous êtes un habitué de nos web rencontres. Oui, j'essaie d'être fidèle et concentré, attentif, mais là j'étais pris pendant quelques instants par ailleurs et je m'excuse de poser cette question, mais pour moi ça n'a pas été très clair la partie où vous expliquez que pour certaines commissions, il y a interdiction absolue de les faire en présentiel, si j'ai bien compris, ou c'est l'inverse, parce que ça me semble étonnant parce que alors, juste par rapport à ce qu'on vient de dire, déjà, ça me paraît un peu contradictoire. Mais voilà. Alors, c'est vrai. En fait, en effet, ça semble interdit parce que la loi ne vise que les réunions des assemblées délibérantes. Donc, à partir de ce moment-là, les assemblées délibérantes pourraient se réunir en présentiel, mais ce sont les seules, enfin, assemblées délibérantes et bureaux. Dès lors que c'est une commission, il n'y a aucune autorisation à se réunir en présentiel. Donc, à contrario, c'est interdit. Et ce qui va dans ce sens-là, c'est l'autorisation de réunir pour répondre aux objectifs et aux impératifs de chacun, notamment la réunion de la CAO. Eh bien, il y a une possibilité de la réunir en distanciel. Donc oui, je vous confirme, en tout cas, sauf interprétation contraire, mais par une lecture à contrario, il est plus prudent de considérer que les commissions facultatives, voilà, qui peut être la commission finance, la commission, peu importe, toutes les commissions facultatives instituées par l'intercommunalité ne pourraient pas se réunir en présentiel. Ouais. Un peu sévère, mais puis il va falloir l'expliquer aux élus, puisque chez nous, ils sont en Alsace, assez présentiels. Mais voilà, ok. Merci en tout cas pour cette précision. Je vous en prie. Je vous en prie, Monsieur Grussenmeyer. N'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton, lever la main si vous voulez poser vos questions à Raphaël, vos questions juridiques. Peut-être qu'en attendant, je vais laisser Raphaël peut-être regarder, peut-être qu'il y a des questions écrites qui ont été posées dans cet intervalle. Madame Hélène Poli lève la main, donc je vais vous donner la parole, Madame Poli, pour que vous puissiez poser votre question. Il suffit d'activer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Les précisions que vous avez apportées concernant les commissions valent pour la conférence des maires aussi, donc. Tout à fait. Ça va, très bien. C'était une question rapide, réponse rapide. Merci pour votre question, Madame Poli. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, Raphaël? Peut-être que tu as détecté dans le chat des questions éventuellement de la part de participants qui ne pourraient pas prendre la parole. Je regarde. En cas de réinstallation du couvre-feu, les réunions du conseil communautaire peuvent-elles déborder au-delà de l'heure du début du couvre-feu? Bonne question. À mon sens, oui, mais... Pour le permettre pour les théâtres et les cinémas de dépasser le 21h avec la présentation d'un billet, donc il serait peut-être étonnant. Par analogie, on pourrait le penser. Pour l'instant, il n'y a pas, enfin, la DCF participe chaque semaine à des réunions avec le cabinet de Jacqueline Gouraud. Il n'en a pas, enfin, à ma connaissance, il n'en a pas encore été question.
mais il y aurait une dérogation, bien entendu. Il faut, enfin, de manière assez pratique, je pense qu'ils le prendront en compte. Alors, l'interdiction. Alors, moi, c'est une interprétation que je fais sur l'interdiction des réunions des commissions en présentiel. On pourrait demander une confirmation, mais en tout cas, c'est une lecture prudente. Dès lors que la loi et l'ordonnance 2020 numéro 391 et la loi réinstaurant l'état d'urgence sanitaire du 14 novembre, puis le décret concernant les motifs de déplacement et les possibilités de réunion n'indiquent que les organes délibérants et le bureau et les bureaux délibératifs. Donc c'est la lecture la plus prudente. Oui, et donc l'interdiction serait en vigueur jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Alors plus un mois, je ne pense pas. Ce serait à la fin de l'état d'urgence sanitaire ou dès lors qu'il y a des possibilités de se déplacer sans contrainte véritable. Merci Raphaël. Est-ce que nous avons d'autres questions orales éventuellement? N'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser une question à Raphaël. Ah, nous avons Monsieur Grusselmeyer qui relève la main et qui nous aide à animer cette web rencontre. Donc je vais vous redonner la parole, Monsieur Grusselmeyer. Oui, c'est une question qui est peut-être légèrement hors sujet, quoique sa réponse pourrait appeler une délibération du Conseil dans le cadre, je l'avais écrite, je ne sais pas si vous avez pu l'air en prendre connaissance, j'ai eu de certains agents des textes concernant un décret sur une nouvelle prime Covid. Alors ça me semble un peu, pas étrange, mais d'après en lisant le texte, on a l'impression que, je ne sais pas, c'est pas très clair, on ne sait pas si c'est vraiment applicable en métropole ou que c'est un texte spécifique pour une prime Covid dans d'autres territoires français situés un peu plus loin. Alors oui, c'est vrai que ça sort un peu du sujet. J'en ai pas connaissance, à vrai dire, mais vous pouvez Je vais vous faire un mail. me faire un mail à ce propos et je vous y répondrai, bien entendu. Mais c'est vrai que là, comme ça, je ne saurais pas Oui, vous oui, répondre. non, mais j'en profite, voilà. Oui, oui, Mais oui. merci beaucoup, je Très vous fais bien. un mail. Merci. Très bien. Merci Monsieur Grusselmeyer. Peut-être une question de Madame Guillocher qui demande si en audioconférence on peut considérer qu'un simple enregistrement suffit ou non à avec retransmission ultérieure, est-ce que ça suffit? Alors, non, comme la visioconférence, en fait, la retransmission doit être effectuée en direct. S'il y a d'éventuels problèmes, vous pouvez en parler à votre préfecture, mais en tout cas, la loi et l'ordonnance indiquent que la retransmission doit être réalisée en direct pour assurer la publicité des séances. Donc, c'est bien le direct qui doit être privilégié par tout moyen le permettant. J'imagine que les réseaux sociaux de la communauté, leur site internet sont des moyens qui peuvent permettre cette publicité. On a deux nouvelles questions. Je vais donner la parole à Madame Céline Collet-Dufay qui demande la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Bonjour. On prévoit de faire un conseil communautaire. Pardon, je suis élue sur la communauté de communes Creuse-Grand Sud et je suis une nouvelle élue, donc du coup, c'est notre premier conseil communautaire Covid, on va dire, entre guillemets, confinement en tout cas. Et on prévoit de faire un conseil communautaire le 14 décembre. Donc, de ce que j'entends, de ce que vous dites, a priori, on ne peut pas le faire en présentiel, c'est ça? Si, il est possible de le faire en présentiel. Il est possible de le faire soit à distanciel, soit en présentiel, et c'est au président de décider ce qu'il en sera. D'accord, très bien. Je n'avais pas compris tout comme il faut alors. C'est possible, et alors en fait, ce sera soit dans le lieu de réunion habituel, si les conditions sanitaires peuvent être respectées dans ce lieu, soit dans un autre lieu de réunion, soit dans un autre lieu dès lors que voilà, certaines conditions sont remplies. D'accord, donc c'est juste le public qui. On ne reçoit que la presse en fait, c'est tout. C'est Alors ça qui voilà, change. en tout cas, voilà, le caractère public ne concerne que la presse, tout à fait. Et on met en place de la visioconférence en même temps, en fait, pendant le C'est ça. conseil. D'accord, C'est très ça. bien. Merci, comme ça je suis sûre. Merci. Je vous en prie. Plaisir.
Merci beaucoup pour votre question. Je donne la parole à Madame Odile Boss-Platière. Il vous suffit d'activer votre micro pour poser votre question. Alors, est-ce qu'on vous entend? A priori, on ne vous entend pas. Alors, vérifiez peut-être dans les réglages de votre micro, parce qu'il n'a pas l'air de fonctionner. On voit que vous avez activé votre micro, mais on ne vous entend pas. J'en suis fort désolé. Donc, je peux vous inviter du coup on vous laisse la parole éventuellement si vous réussissez à activer votre micro. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat et on tentera d'y répondre. Du coup, je donne la parole à Madame Marjorie Guillermo. Vous avez la parole. Oui, bonjour. J'ai posé la question dans la conversation à côté. Je voulais savoir comment sont gérés notamment les PV, enfin la signature des PV de présence, notamment pour les CAO. En fait, nous, on dresse un PV et on l'envoie aux élus qui font un retour par mail pour dire abstention, vote pour, vote contre. Mais on se demandait la légalité de ce type de pratique. Alors, deux possibilités. Soit le règlement impose que ce soit à la fin d'une séance que le PV soit signé, soit un PV doit être signé sans délai, enfin sans délai particulier. C'est pas enserré dans un délai, c'est ça que je veux dire. Dans ce cas-là, les PV pourront d'un bloc être signés lorsqu'une réunion en présentiel sera possible. À défaut, sinon, on peut envisager des signatures électroniques de chaque membre, dès lors qu'on est certain que c'est bien leur signature, etc. Et je pense que oui, en soi, je ne vois pas ce qui vous en empêcherait. C'est sur le retour par mail parce qu'en fait, notre outil de signature électronique ne permet pas d'apposer une signature électronique sur un même document de plusieurs personnes. Les élus n'ont pas forcément la signature électronique. Du coup, on a mis un retour par mail, mais c'est un peu léger, on trouve juridiquement. Donc, vous pouvez conseiller de mettre le PV à disposition et quand les élus viennent sur place, le signe. Et... Alors, potentiellement, ouais, ça peut être une idée et c'est vrai que c'est une très bonne idée. Mais oui, oui. Est-ce que oui, il y a un délai qui enserre obligatoirement la signature du PV ou pas du tout dans le règlement intérieur? Pas dans le règlement, mais les services en ont besoin pour continuer leur procédure, en fait. D'accord. Donc oui, dans ce cas-là. Maintenant, sur le retour par mail, est-ce que ça vous semble suffisant comme preuve juridique? Sincèrement, moi, le retour par mail me semble assez suffisant, dès lors que ça constitue un moyen de preuve. En tout cas, en droit privé, en droit public, le juge pourrait s'en inspirer. Je pense que ça peut être suffisant. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Avec plaisir. Alors, je vois que Madame Boss-Platière, qui n'arrivait pas à prendre la parole oralement, a posé sa question par écrit. Donc, c'est la suivante. Après le 15 décembre, avec d'éventuelles nouvelles mesures, le Conseil communautaire devra-t-il être encore retransmis en direct, Raphaël? Alors, on n'a pas d'informations à ce propos. Dès qu'on en aura, on vous en informera. Mais pour l'instant, les règles en vigueur s'appliquent jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Donc oui, en l'état actuel du droit, même après le 15-12, il faudra retransmettre en direct les réunions du conseil et du bureau. En fait, la logique, je pense, c'est assez simple, c'est que même s'il y a une ouverture au public, l'ouverture au public devra nécessairement être limitée eu égard au contexte sanitaire et au fait qu'on ne peut pas réunir énormément de personnes au sein d'un même lieu, pour pas que ce soit un lieu de contamination. Donc, la retransmission devra continuer à s'imposer, l'obligation Voilà. de retransmission, même si le Conseil se réunit en présentiel, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci. Donc, il y a pas mal de questions de main levée. Donc, je vais donner la parole à Monsieur Jeanvrin, Nicolas Jeanvrin, qui demande la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Bonjour, Monsieur Jeanvrin. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. C'était plus pour rebondir et sur un partage d'expérience par rapport à la question de la CAO et du PV.
Donc, juste pour partager l'expérience, donc communauté de communes Erdre-et-Gèvres en Loire-Atlantique, nous, on vient de sortir d'une commission d'appel d'offres en visio la semaine dernière. Et effectivement, nous, le PV, on le mettra en signature. On a un conseil communautaire le 9 décembre. Donc, on fera signer le PV par nos élus de la CAO à ce moment-là. Et je partage aussi la position de M. Meyer sur le retour par mail des élus sur leur vote et leur accord sur le choix. Parce que là aussi, la signature en elle-même, c'est surtout l'accord de volonté sur le choix qui est retenu par la CAO. Donc, après que ce ne soit pas une signature manuscrite expressément, bon, bah, au moins on a le retour, on a un accord de mail. Je pense que, à mon sens, ce sera suffisant aussi dans le cadre de ce qu'on connaît aujourd'hui, de situation où il est quand même très compliqué d'avoir tous les outils numériques en place pour ces éléments-là, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'en profite que vous êtes là, puisque apparemment, vous réunissez votre conseil en distanciel. Quels sont j'en profite, je fais un peu la jonction avec la dernière partie de notre web rencontre, puisque nous allons solliciter vos retours d'expérience. Concrètement, comment vous organisez ces réunions présentielles? Quels moyens techniques vous utilisez qui pourraient inspirer les autres participants à cette rencontre? Alors nous, on a fait assez simple, c'est-à-dire qu'on passe sur une diffusion via notre Facebook, en fait, pour le conseil. Et au niveau technique, alors on avait fait le premier conseil au printemps ça passait avec un simple smartphone qui était installé sur un trépied. C'était pas parfait, on va dire, mais ça avait le mérite de permettre la retransmission en direct. Là, on a des moyens, on a eu le temps de retravailler un petit peu plus. Je pense qu'on pourra avoir des systèmes de webcam avec des plans assez larges qui vont être un peu plus pratiques, je pense, pour le public. Et aussi, on avait des problématiques de prise de son qui peuvent se rencontrer aussi quand on fait en visio, parce qu'on a bien l'image. Souvent, il suffit d'avoir un ordi posé devant tout le monde et on voit les élus. Par contre, parfois, c'est dans des salles qui ne sont pas équipées au niveau micro, le retour de son est parfois un peu complexe. Donc, c'est le point sur lequel nous, on a été le plus embêtés, mais on est passé on a trouvé un prestataire entre-temps qui va s'occuper de la gestion du son et du volet un petit peu régie pour le conseil de décembre. Donc ça, c'est pour des réunions qui se font en présentiel, retransmises sur... Voilà. D'accord. Et vous n'avez pas réuni votre conseil en distanciel, les élus, je parle. Non, on n'a pas fait en distanciel visio entre les élus. Par contre, on a eu l'occasion de faire un bureau communautaire dans lequel nous avions une élue qui était en distance. Et là aussi, les outils numériques maintenant permettent assez simplement d'avoir la participation, sachant qu'on était dans notre salle du conseil habituelle qui est bien équipée au niveau sonorisation. Donc, c'était comme si la personne était présente, ça ne posait pas de souci. Après, ça peut se compliquer si on a des conseils avec 30, 40 personnes à distance, notamment pour la gestion, comme vous le faites là, des prises de parole et des échanges. Mais je pense que c'est juste une discipline à avoir aussi derrière dans l'organisation. Merci beaucoup pour votre De rien. retour, M. Jeanvin. Je vois que Madame Braun, Marie Braun, qui a déjà pris la parole, la redemande, donc je vais lui donner. Vous pouvez prendre la parole, Madame Braun. Oui, merci. Justement, la question de la signature des PV m'a fait penser par esprit d'escalier à celle de la signature du budget primitif. Puisque nous, en séance, on fait signer un document sur lequel il y a le résultat en fait, du vote du budget primitif et chaque élu le signe. Et là, en l'occurrence, on ne va pas pouvoir le faire. Et je me dis que faire signer les gens a posteriori, je ne sais pas si ça a beaucoup de sens, sachant qu'il faut que le budget puisse s'appliquer assez rapidement, être appliqué assez rapidement. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait. Alors, en fait, de manière assez générale, la signature du PV n'est jamais obligatoire, sauf si le règlement intérieur de votre collectivité prévoit que le PV doit être signé. En fait, il n'y a rien qui l'impose. Aucun texte n'impose une signature obligatoire du PV. Et donc, finalement, dès lors que la délibération relative au budget est bien adoptée et qu'elle est bien sûr transmise au contrôle de légalité, elle est exécutoire de plein droit. Le PV ne fait qu'entériner, c'est une pratique qui n'a en fait pas de fondement juridique. Sauf, le règlement intérieur qui l'imposerait. D'accord, merci Raphaël, merci pour votre question. Merci. Madame Braun, je vous en prie.
Donc nous allons peut-être en profiter maintenant que les questions sont un petit peu épuisées pour vous inviter à prendre la parole plus globalement pour nous faire part de la réalisation concrète des convocations et de la mise en place des conseils communautaires à distance ou en présence, la retransmission pouvant assurer la publicité, la publicité de la séance. Comment est-ce que vous organisez, vous, sur le terrain pour pouvoir faire voilà, des réunions à distance, pour pouvoir diffuser vos réunions sur les réseaux sociaux, sur le site de votre communauté. Comment vous y prenez concrètement? Quelles ont été vos difficultés? Là, on est vraiment preneur de vos retours et qui peuvent inspirer également les autres participants dans leur propre territoire. Donc, je vois que Madame Debès, Christine Debès demande la parole. Je vais lui donner tout de suite. Oui, je me permets, puisque vous m'avez invité à faire part de notre expérience. On a organisé un conseil mixte, un peu en visio et présentiel au mois de juin. C'était en plus un conseil hybride. Et on a organisé en septembre bureau et conseil totalement visio, sauf bien sûr la présence du président et de l'administration autour de lui. Finalement, le conseil mixte a été plus compliqué à organiser puisque ça nécessitait effectivement une prise de vue, une sonorisation d'une salle suffisamment importante puisqu'il y avait des élus et on avait encouragé en fait les rapporteurs à être présents dans la salle. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça nous a beaucoup plus complexifié techniquement le déroulement de la séance. C'est pour ça qu'en septembre, on a plutôt opté pour un conseil en distanciel total, je dis à part le président. Et c'est vrai qu'il a été beaucoup plus fluide. Pourtant, c'est un peu compliqué quand même pour recueillir les votes. Nous, on n'appelle pas nominativement parce qu'on a souvent des conseils avec 30, 40, 50 points. Donc, s'il fallait appeler les 76 élus les uns après les autres, ça serait très long. Donc, on a fonctionné en prévenant que les gens qui ne s'expriment pas votaient pour et à chaque fois, le président appelle est-ce qu'il y a des votes contre, des votes d'abstention, des ne prend pas au vote. Donc, c'est par défaut, en fait. Et sachant que quand il y a des expressions, je reprends la parole et j'indique quels sont les votes Je fais un peu un bilan des votes, des abstentions, des votes contre et des ne prend pas au vote. Et par contre, j'aimerais bien savoir s'il y en a certains qui ont réussi à mettre du vote électronique à distance, parce que ce serait un outil qui serait vraiment intéressant. Par ailleurs, j'avais juste une précision, je voulais m'assurer qu'on était bien dans le cadre, c'est-à-dire qu'on a fait notre première séance en septembre, donc, dans laquelle nous avons passé la délibération fixant les modalités d'organisation d'un conseil en visioconférence. Et du coup, on considère que les prochains conseils, pendant la période de crise sanitaire, n'ont plus nécessité à avoir cette première délibération. Tout à fait. Tout à fait. C'est juste lors du premier conseil qu'il faut préciser quelles sont les modalités d'enregistrement, etc. Au début de chaque nouveau conseil, il est plus nécessaire. Ces règles ont été fixées par la première délibération. Par contre, on s'est dit qu'il fallait que dans notre modèle de délibération, il soit indiqué que c'était un conseil en visioconférence pour justement ne pas avoir besoin de mettre la feuille de présence dans les registres parce que pour le coup, si on en organise plusieurs, c'est difficile de recueillir après les signatures des élus présents, pas présents, etc. au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois. On ne sait pas combien de temps tout ça va durer. Donc, voilà, c'est les difficultés auxquelles on peut se confronter. Je reviens juste sur ce que vous venez de me dire parce que j'ai cru entendre la première délibération à distance, qui organisait les modalités d'enregistrement à distance. Vous l'avez adoptée en septembre? Attendez, c'était quand notre dernier conseil? En octobre. C'était en octobre, peut-être. En octobre? Non, c'était après que l'état d'urgence soit mis en place, etc. D'accord, voilà, ok. Non, on fait autrement, non. D'accord, rassurez-vous, bon. Je ne sais plus, on en fait assez régulièrement, c'est pour ça que je m'y perds un peu. Mais du coup, on s'est dit que dès lors où on mettait dans notre modèle de délibération que c'est une séance en visioconférence, justement, on n'avait pas besoin à terme de mettre une feuille de présence dans nos registres, ce qu'on a l'habitude de faire par ailleurs.
Ouais, c'est également ce qui est fait par d'autres intercommunalités, dès lors que finalement les élus attestent de leur présence en début de séance, via un appel nominal du président, par exemple. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Donc, si certains ont pu mettre du vote électronique à distance, je suis preneuse. Donc on est preneur de retour d'expérience sur le vote électronique, comment le faire marcher efficacement. Je remarque aussi dans les quelques témoignages qu'on a eu pour le moment qu'il est souvent difficile d'organiser correctement une réunion hybride avec des élus en présentiel et des élus en distanciel. Donc également sur votre territoire, si vous avez trouvé des techniques des techniques efficaces qui permettent de pouvoir tenir ces réunions hybrides qui peuvent être très utile dans le cas où des élus âgés, par exemple, ne pourraient pas se rendre sur place ou pour une question de flexibilité des réunions. On est aussi preneur de vos retours, de savoir comment, parce que ça va être compliqué aussi, donner la parole, j'imagine, entre ceux qui sont présents, ceux qui sont en distance. Donc on est aussi preneur de cela. Sur la question du vote en ligne, Madame Mograoui, Nora Mograoui, qui nous indique dans le chat que pour les votes en ligne, vous avez trouvé une solution intéressante en utilisant le logiciel Forms, donc ça doit être Google Forms, je suppose, qui permet d'intégrer les questions directement dans Teams, qui est un logiciel de visioconférence. Donc voilà, ça peut donner une idée à ceux qui souhaitent mettre en place le vote à distance. Et elle précise également, Madame Mograoui, dans le chat, nous avons renoncé à la possibilité de faire confirmer ultérieurement les votes pour éviter les changements de vote Forms Office 365. Mais justement, normalement, en principe, l'enregistrement, ou voilà, dès lors que l'accord est donné et qu'il est bien indiqué que tel ou tel élu a voté contre, et notamment si on reprend le témoignage précédent, on considère que ceux qui n'ont pas voté contre ont voté pour, si telles ont été les règles. Et a posteriori, en principe, on ne peut pas revenir, et c'est tout l'intérêt, en fait, de l'enregistrement et de la retransmission en direct. Alors, je vais donner la parole justement, on parlait du témoignage écrit de Madame Mograoui, donc je lui donne la parole puisqu'elle la demande, elle pourra peut-être compléter ses propos. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà, donc simplement, parce que c'est vrai que par le chat, c'est pas très facile d'apporter un témoignage qui soit complet. Donc déjà, lors de la première séance du Conseil communautaire en visio, donc ce qu'on a fait là tout récemment, on a donc délibéré sur les modalités. Au niveau des modalités de vote, on a expliqué qu'en fait, le président disait qui est contre et qui s'abstient. Donc, il n'y a que ceux qui s'abstiennent ou qui sont contre qui manifestent vraiment leur vote. Donc, ils peuvent le manifester oralement directement dans la visio. On leur a aussi donné la possibilité de le manifester par écrit dans la conversation de la visio. Donc, ça, c'est les modalités qu'on a votées. Mais les élus ont souhaité quand même qu'on leur trouve un système un peu de vote en ligne, de sondage en ligne. Donc, on a un peu cherché avec notre direction des systèmes d'information. Et donc, ils nous ont proposé d'utiliser le logiciel Forms. Donc, nous, on utilise la suite Office 365, donc Teams. Et Forms, ça permet de créer à l'avance un petit questionnaire. Alors, soit un questionnaire complet qu'on donne qu'on envoie dans la visio à la fin, avec toutes les questions de l'ordre du jour, soit on peut faire une question par point à l'ordre du jour et l'envoyer au moment du vote, en fait, au moment du vote réel. On l'envoie, elle apparaît sur l'écran des participants et ils cliquent. Donc ça, c'est une solution qu'on a trouvée qui est vraiment super, mais la limite, c'est justement pour les conseils hybrides. Donc nous, on a eu le conseil qu'on a fait en visio, le président et certains rapporteurs ont souhaité être en présentiel. Donc en fait, ils se sont réunis dans une salle, avec toutes les gestes barrières, évidemment. Donc, ça a nécessité quand même une mise en place avec notre direction des systèmes d'information d'un ordinateur qui était branché sur Teams, mais qui était utilisé comme caméra et prise de son, donc pour prendre l'ensemble de la pièce. Donc, forcément, ces gens-là, quand ils sont connectés, ils ne sont pas connectés individuellement, puisqu'ils sont réunis dans une salle, ils ne peuvent pas voter individuellement. Et on peut, dans l'enregistrement de la visio, ils ne sont pas comptabilisés de manière individuelle. Donc, c'est moi qui suis derrière mon ordinateur qui, en fonction de ce que je vois à l'écran,
des gens qui lèvent la main au moment de l'appel, donc soit qu'ils sont réunis ensemble dans une salle, soit qu'ils sont tout seuls devant leur ordinateur. Et là, je pointe, en fait, et dans mon PV, je note qui est présent. Voilà, donc ça nécessite une surveillance quand même assez importante, mais qui finalement n'est pas très différente de la surveillance qu'on fait dans une assemblée physique où on regarde les allées et venues des uns et des autres. Voilà. Donc j'espère que ce sera utile peut-être à quelques collègues. Oui, je pense, ouais. Oui, merci beaucoup. Donc dans le chat, je vois Madame Collet Dufay qui donne quelques exemples de, je pense que ce sont des plateformes de vote électronique, donc je vais les donner à haute voix pour qu'elles puissent profiter à tout le monde. Donc il y a le site Framavox, Framavox, et également Communecteur, Conunecter, qui ont l'air d'être des logiciels pour comptabiliser des votes à distance. Et également Madame Christine Vincent, qui nous indique que dans leur communauté, ils passent par un prestataire extérieur pour le vote électronique, Quizbox, ça s'appelle Quizbox tout simplement, qui permet un vote en présentiel par boîtier et en distanciel via les smartphones des élus. Donc là, ça pourrait peut-être répondre, cette solution pourrait peut-être répondre aux problématiques qui se posent dans les conseils hybrides, puisque cela permet de comptabiliser les voix des élus présents qui ont un boîtier et des élus qui sont à distance, qui peuvent voter avec leur smartphone. Donc, je vois qu'il y a encore quelques mains levées, donc j'ai donné la parole à Madame Anne-Hélène Carré, qui prend la parole pour un petit retour de terrain éventuellement. Vous avez la parole, Madame Carré. Oui, bonjour. Alors, je remplace Madame Carré, Pauline Conrad de la communauté d'agglomération Ardennes Métropole. Nous organisons les conseils communautaires en distanciel, retransmission en direct sur Facebook et le site internet de la communauté. Et jusqu'ici, nous avions fait un vote par appel nominal, donc l'appel de 105 conseillers à chaque point de l'ordre du jour, pour bien respecter les dispositions législatives, pour respecter le scrutin public appel nominal. Les élus en avaient plus que marre, on a pu bien comprendre. Donc là, mardi, lors du dernier conseil communautaire, nous avons testé le vote électronique via Quizbox. Chez nous, en apparence, c'est sympathique pour les élus en termes d'utilisation. Ça l'est beaucoup moins quand il y a 10 personnes qui ont raté le coche et qui n'ont pas voté, et qui envoient un message via le chat ou qui appellent le lendemain en disant « mais moi j'étais pour ». Enfin voilà, le scrutin public est plus respecté dans ce cadre-là. Donc un retour un petit peu mitigé par rapport à l'utilisation de Quizbox. Il faut vraiment des élus qui sont familiers des outils numériques. D'accord, oui, ça peut être problématique sur des questions où les votes sont tendus ou un peu serrés si certains n'ont pas réussi à voter à temps. Donc, merci pour votre retour. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Jean-Philippe Demillier, qui s'est manifesté. Donc, vous avez la parole, il vous suffit d'activer votre micro et on pourra vous entendre. Oui, bonjour à tous. Donc, Jean-Philippe Demillier, je suis directeur de l'administration générale de la ville de Besançon et de la communauté urbaine Grand Besançon Métropole. Donc oui, c'est pour un retour d'expérience également. Nous avons mis en place donc, des conseils hybrides dès le mois de mai dernier. Donc présentiel plus visio, présentiel pour la moitié de nos élus, c'était la jauge côté ville, en gros 30 élus sur 55 conseillers municipaux. Et puis côté agglo, 67 élus sur 123 conseillers communautaires. Voilà, donc avec un mécanisme de prédésignation par secteur des élus qui seraient en présentiel et en visio. Ce côté-là, c'est plutôt bien passé. Le côté visio, on a constaté que les élus en visio, finalement, intervenaient relativement peu. Et c'était plutôt les élus en présentiel qui intervenaient. Alors, on n'a pas été jusqu'au bout de la visio puisqu'on n'avait pas mis en place d'outils de vote électronique, ce qu'on va faire pour nos prochaines assemblées là, de décembre, tant côté ville que côté agglo.
Donc les élus qui étaient en visio, que ce soit donc pour nos instances de mai-juin ou pour octobre-novembre, on avait organisé les choses pour qu'ils donnent pouvoir aux élus présents en salle. Voilà, tout le monde était représenté et ça a plutôt bien fonctionné. Donc oui, j'écoutais attentivement ce que disait la collègue précédente sur l'utilisation de Quizbox, puisque c'est avec eux qu'on va expérimenter aussi. Puis on a eu des échanges avec pas mal de collectivités qui ont utilisé cet outil là, ces derniers temps. Nous, les petites inquiétudes qu'on peut avoir, c'est le fait que nos élus, on a doté nos élus d'ordinateurs tablettes pour donc leur transmettre les rapports sous forme dématérialisée. Ça veut dire que ceux qui seront en visio, en même temps, ils auront besoin de l'outil ordi tablette pour avoir le rapport sous les yeux. L'ordi tablette leur servira aussi d'outil visio. Et il y a la question du vote électronique. Il faut un outil. Donc, on a testé un petit peu avoir les 3 utilisations sur un même matériel. C'est quand même pas très simple. Donc, on leur conseille plutôt d'utiliser un smartphone à côté pour le vote électronique. Voilà, ça fait quand même 3 outils pour des élus qui, des fois, sont pas très... sont moyennement opérationnels, on va dire, avec ce type d'outils. Il y a le côté également pouvoir. On a essayé de privilégier le fait que les élus porteurs de pouvoir soient présents en salle, puisque ceux qui seront présents, donc toujours la moitié, une grosse moitié, 67 sur 63, ils auront à leur disposition des boîtiers. Donc c'est vrai que, vu les expériences d'autres collectivités, c'est plus facile d'utiliser boîtier que d'utiliser un smartphone, surtout quand on a un pouvoir. Et puis voilà, mais il y a la gestion également des conflits d'intérêts à distance pour les élus qui ne peuvent pas prendre part au débat ou prendre part au vote. C'est vrai que ce n'est pas forcément simple. Croiser ça avec l'outil, croiser ça avec le vote à distance. Bon. Et puis voilà, puisque disait la collègue des Ardennes sur le côté élus qui ont une difficulté de connexion ou qui sont obligés de s'absenter là quelques instants, du coup qui ne votent pas. Enfin, nous, ce qu'on a écrit dans le rapport, c'est de dire qu'on prendrait en compte uniquement le vote qui s'exprimerait à l'instant T, quoi. On ne va pas, surtout qu'il va y avoir affichage du sens des votes directement donc en séance. Je ne me vois pas, et puis après on n'en finit plus, quoi. Entre guillemets, tripatouiller les votes après pour ajouter des votes ou compléter, quoi. C'est vrai que c'est... Donc bon, on verra comment ça fonctionne. C'est vrai que s'il y avait beaucoup d'élus qui étaient embêtés par des problèmes de connexion et compagnie, les choses se poseraient peut-être différemment. Mais si on a simplement de temps en temps, effectivement, un élu qui, malheureusement, pour le vote d'une ou plusieurs délibérations, il n'aura pas voté. Et puis voilà. Je parle dans le vide, désolé. Merci beaucoup pour votre retour. Bon, comme on le voit, rien ne remplace le présentiel en fait, hein. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de rendre les conditions de réunion à distance les moins pires possibles, bien que bien sûr, on préfère tous se réunir en présentiel. Je vais donner la parole à Madame Gomez, Christelle Gomez. Oui, Raphaël, je te laisse intervenir. Johan, je vois qu'il y a quelques questions ensuite. Après cette prise de parole, Ouais. Je pourrais y répondre. Là, je viens de voir qu'il y a des questions qui sont en attente. D'accord, juste après, Madame Gomez, je te permettrai de répondre à quelques questions écrites. Alors, Madame Gomez, vous pouvez d'ores et déjà prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Je vous contacte parce que notre prochain conseil communautaire est prévu le 15 décembre prochain. Nous avions prévu de le faire en présentiel uniquement. Mais a priori, d'après ce que vous dites, une retransmission en direct doit être faite, sachant que la salle, nous, n'est pas équipée du tout de ce matériel. Et nous avons relu la fiche explicative de la DGCL qui nous a été envoyée mise à jour le 18 novembre, pardon.
et qui indique qu'il n'y a pas d'obligation d'organiser une retransmission en direct si les journalistes sont présents, et entre parenthèses, et même d'ailleurs si les journalistes ne sont pas présents. Donc ça, c'est une précision apportée par la DGCL en date du 18 novembre. Alors, c'est une lecture. En soi, elle peut se défendre. D'accord. On peut la comprendre parce que dès lors qu'il n'y a, par exemple, aucune limitation et que le public peut accéder à la salle, donc en l'occurrence, ce sera les professionnels, la presse, on peut comprendre qu'il n'y ait pas d'obligation de retransmission. Mais ouais, ça m'embête un peu parce que la loi, elle, est pourtant claire. Elle n'indique pas que cette obligation n'a pas à être respectée dès lors qu'il y a une dès lors que, pardon, l'accès au public n'est pas restreint. Donc, tant mieux, parce que c'est une lecture assez souple qui est proposée par la DGCL, mais voilà, elle ne lie, comme vous le savez, pas du tout le juge en cas de contentieux. Voilà, moi, j'adopte une attitude de prudence face à ces Il vaut peut-être au texte. prendre des précautions. Parce qu'à partir du moment où les journalistes sont présents, il y aura une diffusion, on peut considérer la réunion comme publique, on ne sera pas en huis clos. On autorise les journalistes qui le souhaiteraient à assister à notre réunion. Oui, tout à fait. Oui, comme je vous disais, c'est une lecture qui se défend. En soi, et ce serait bien déjà qu'il n'y ait pas de contentieux, mais oui, voilà, ça se défend, ça se défend. Franchement, je pense que ça peut se défendre. Le fait que ce soit ouvert aux journalistes sans restriction de nombre pourrait exempter la collectivité de la retransmission directe. Et ce n'est pas la lecture que je préconise, qu'on préconise à la DCF. On pourrait avoir un mail de votre part à ce sujet, où nous, on vous repose la question par mail et... Oui, si vous le souhaitez, très bien. Tu as les coordonnées du monsieur. r.meilleur@adcf.asso.fr. Elle est présente sur notre site. On a vos coordonnées. Vous êtes souvent sollicité par Madame Descodins. Oui, très bien. Voilà, on est ses collaboratrices. Okay. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour vos questions. En effet, il y a peut-être des petits points d'incertitude et de lecture plus ou moins souple du texte de la loi qui peuvent. Bon, après, c'est compliqué pour tout le monde et je pense qu'en cas de contentieux, le juge ne saurait pas forcément. Parce que là, vous nous stressez un peu parce que notre conseil est dans le 15, donc dans 10 jours, quoi. Et alors, je sais que la ville d'Ozoir, où est notre siège social, qui nous met à disposition les locaux et le matériel, est en train de chercher justement du matériel pour les séances en public. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait un recours sur notre conseil en ce moment, quoi. Après, les retours qu'on a eu là précédemment dans notre web rencontre, c'est que beaucoup de conseils en fait se contentent de poser un ordinateur avec une webcam et lancent une diffusion en direct sur la page Facebook de la communauté ou sur le compte Twitter de la communauté ou sur le site de la communauté pour assurer cette publicité-là et ce direct-là. Même si c'est pas idéal, certainement en termes de son, si on l'entend, au moins ça peut-être sans vouloir trop m'engager, ça peut peut-être sécuriser juridiquement la publicité. Le côté public, ouais, d'accord. Tout à fait. À minima, on n'entend pas bien que c'est pas beau, quoi. C'est ça. À minima, c'est ça. Et en revanche, voilà, dès lors que c'est inscrit dans la fois en question de la DGCL, vous pouvez être quasiment certain que le contentieux éventuel ne viendra pas du préfet. Il pourrait venir du public, enfin de tout personne intéressée, tout habitant local, ou bien tout conseiller municipal ou communautaire d'ailleurs. Pareil. Enfin... Très bien, merci beaucoup Madame Gomez de lancer cette réflexion.
Raphaël, on disait tout à l'heure, tu me disais tout à l'heure qu'il y avait quelques petites questions techniques, juridiques auxquelles tu souhaitais répondre, donc je te donne la parole éventuellement Merci. pour répondre à ces questions. Alors, oui, une question de Madame Bouvier. La convocation. Alors, oula, j'ai du mal à me mettre La dessus. convocation d'une séance de conseil doit être envoyée également aux conseillers municipaux pour information si la séance a lieu en visio. Est-ce que cela ne risque pas de devenir ingérable d'avoir autant de participants si on porte à la connaissance de tous le lien de la visio du conseil en distanciel? Alors, premièrement, je vous confirme que voilà, pour une séance du conseil, vous avez bien l'obligation de transmettre une copie de la convocation aux conseillers municipaux non élus communautaires. C'est une disposition qui a été issue de la loi engagement de proximité. Et cette obligation doit s'appliquer par principe de manière dématérialisée. Or, au lieu d'indiquer le lieu de convocation physique, cette fois, ce sera un lieu dématérialisé. Donc, ce sera un lien, par exemple. En revanche, je ne pense pas qu'il y ait de problème, notamment sur les réseaux, par exemple Facebook ou YouTube, de jauge maximale. Enfin, j'en sais rien, je ne l'ai jamais fait, mais En tant que spectateur, si les conseillers municipaux en question suivent le conseil en tant que simple spectateur via un lien public qui peut être accessible par les habitants, il ne devrait pas y avoir en effet. il n'y a pas y avoir de souci. Après, s'il n'y a pas de rediffusion de ce style, voilà, on en a parlé un peu des problèmes d'interprétation par rapport à cette diffusion. Euh, oui, il y a certainement l'obligation qu'ils doivent accéder au lien Zoom, par exemple, s'ils passent par Zoom et qu'il n'y a pas de retransmission accessible pour les conseillers municipaux. C'est vrai que ça peut peut-être. Après, il y a des offres Zoom. Là, on utilise une offre webinaire de Zoom qui vous permettrait éventuellement de donner un lien participant, tel que vous l'êtes dans cette visioconférence. Vous êtes, vous, des spectateurs, donc vous ne pouvez pas intervenir sans qu'on vous donne la parole. Donc, c'est peut-être aussi une solution pour éviter que tous les conseillers municipaux débarquent et mettent le bazar, si j'ose dire, pendant un conseil communautaire. Donc Raphaël, peut-être que tu as... Une autre question, oui, de Madame Bouvier. Hors période d'état d'urgence sanitaire, faut-il délibérer pour déterminer les lieux où peut se dérouler une visio pour un conseil? Car il me semble que la visio depuis son domicile n'est pas possible pour les conseillers. Alors oui, tout à fait, je vous le confirme. C'est une disposition qui sera applicable, réapplicable en tout cas, à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et en effet, c'est une visio qui n'est pas la visio applicable lors de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire que ce n'est pas une visio permettant de se réunir chez soi, enfin de se connecter, pardon, à partir de son poste à domicile. Hors période d'état d'urgence. Hors période d'état d'urgence. Il faudrait des salles spécialement aménagées à cet effet qui permettent aux élus de se réunir, mais qui est plusieurs salles qui permettent d'organiser une visio. Bon, l'intérêt peut être assez limité. On verra dans la pratique. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas eu de conseils communautaires qui sont réunis sur ce fondement-là, parce que le décret d'application de la loi est paru en juillet dernier, en juillet, pardon, peut-être 2019. En tout cas, il n'a jamais été mis en œuvre, à ma connaissance. À voir en pratique. Merci Raphaël. Tu as d'autres questions éventuellement auxquelles tu souhaites répondre, ou est-ce qu'on lance éventuellement une dernière salle d'intervention orale? Oui, moi je crois que c'est tout pour les questions.
D'accord, donc dernière chance si vous souhaitez intervenir, poser une dernière question à Raphaël Meyer ou faire part d'un retour de terrain sur l'organisation de vos conseils en cette période de crise. Donc vous pouvez utiliser le petit onglet lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Et si on n'a pas de prise de parole, alors nous allons mettre fin à cette nouvelle web rencontre. Donc je vous laisse quelques secondes. Non, Madame Boss-Platière demande si on pourra avoir accès au PowerPoint de la présentation. Est-ce qu'on le mettra en ligne, Raphaël? Oui, il sera en ligne et la visio même, dans son intégralité, sera retransmise sur le site internet de la DCF et vous pourrez le retrouver très prochainement. On vous mettra tout ça sur la page spéciale web rencontre. Madame Poli lève la main. Alors, Madame Poli, nous allons vous donner la parole de nouveau. Oui, je voulais juste, si vous pouviez, que vous nous fassiez une petite précision, je dirais peut-être par mail par la suite, concernant les commissions et les bureaux communautaires. Parce que sur certains sites de préfecture, je prends celui par exemple du site de la Seine-et-Marne, il est noté que les réunions et commissions bureaux complémentaires, pour les commissions et les bureaux communautaires, ces réunions peuvent se tenir en présentiel. Les élus doivent alors se munir de leur convocation pour justifier de la sortie de leur domicile. Donc la lecture, je dirais, par rapport aux commissions, elle n'est pas forcément aussi établie que vous sembliez le dire, quoi. Donc est-ce qu'on pourrait avoir peut-être, je dirais, peut-être par retour de mail, des précisions concernant les commissions? Tout à fait, tout à fait. Et moi-même, je vais revérifier pour vous donner une lecture tout à fait certaine, mais dans mon souvenir, les textes ne visaient que les assemblées délibérantes et les bureaux. Je vous ferai un retour écrit, bien entendu. Merci. C'est bien noté, merci Madame Poli. Est-ce qu'on a éventuellement une dernière intervention, une dernière question de la part de nos participants? Profitez-en. Donc apparemment, nous n'en avons pas, donc nous allons mettre fin à cette web rencontre. Donc merci à toutes et à tous d'avoir participé, merci à Raphaël d'avoir répondu aux questions et merci surtout à vous d'avoir fait quelques retours d'expérience qui vont, je pense, être très importants et très intéressants pour nous déjà à la DCF, pour voir comment on s'organise concrètement sur le terrain, également pour les autres participants qui peuvent s'en inspirer. De nouvelles web rencontres sont à l'agenda et sont prévues jusqu'à la fin de l'année, tout le mois de décembre. Donc on vous invite à regarder le programme sur notre site internet et à vous inscrire pour participer avec plein de sujets, la relance, le soutien à l'économie, le fonctionnement financier, institutionnel. Il y en a pour tous les goûts. Donc on vous encourage à vous inscrire via le site de la DCF. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, bonne journée.